coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture avec 4 lectures très bonnes. J'ai l'impression que je dis tout le temps ça en ce moment, dont un énorme coup de cœur et 2 graphiques. C'est parti pour un nouvel update lecture. Avant de commencer, je voulais vous présenter mon pull que j'ai terminé parce que je suis très fière, je viens de le terminer à l'instant et voilà, je le mets juste pour l'update. Enfin non, pas que pour l'update, mais je le mets pour l'update. Je voudrais également faire un erratum. Je me suis trompée dans le titre du livre d'Emmanuel Chastelière dans mon dernier update. En effet, il s'agit d'Imlis. Je vais y arriver, 10 000 et non pas 10 000 comme je l'ai dit pendant tout l'update. Donc j'en suis sincèrement navrée. Ça ne peut que vous encourager à aller lire directement l'auteur pour vous faire votre propre idée du caractère de cette jeune fille absolument incroyable. Je vais commencer l'update avec ces 2 petits graphiques. C'est pas du tout ça que j'étais en train d'attraper. J'ai lu les 2 tomes de Céleste Harmonie, tome 1 et 2. Alors les dessins sont de Shika Shimana et le scénario de Nomame Mitsushiro. Je suis désolée, je galère avec les noms. On va suivre ici l'histoire de Sophie, une jeune fille qui vit dans un foyer avec un père dont elle est très proche. Et en fait, Sophie a très envie de devenir mathématicienne, sauf que Sophie est à Paris dans le XVIIIe siècle. Donc autant vous dire que Sophie ne pourra pas faire des maths, ça n'est pas possible. Et donc on va découvrir les péripéties de cette jeune fille qui va essayer de trouver des subterfuges pour pouvoir pratiquer son amour des maths. Elle va surtout se lier d'amitié avec un personnage un peu particulier qui est pas toujours très sympa avec elle. C'est une petite saga qui est assez jeunesse et qui se lit en 2 tomes. Je trouve que, comme pour Céline, une vie parisienne, on va chercher dans quelque chose qui est un petit peu différent. C'est un manga tranche de vie, découverte d'une vie que j'ai trouvé très chouette. Voilà, c'est tout. Si vous avez envie de découvrir le destin de Sophie mathématicienne, qui a été inspirée par l'histoire d'une vraie mathématicienne, dont je ne me rappelle plus, mais je sais que ça a été inspiré par le destin d'une vraie mathématicienne, donc je trouve ça plutôt cool. Je ne sais pas trop dans quel ordre les présenter ensuite, je ne peux pas vraiment vous les présenter dans l'ordre de lecture, parce que je ne me rappelle pas. Et donc je vais vous faire un petit peu comme ça vient, c'est pas très grave, je mettrai le coup de cœur à la fin, ça c'est sûr, comme d'habitude. J'ai lu le 2e tome de Three Dark Crown, donc One Dark Throne de Kendar Blake, que j'ai reçu en service presse de la part de Magic. Toujours, ce sont ces livres de poche Magic, voilà, avec toujours ce dos jaune. D'ailleurs, ils sont ici, juste là, avec le petit macaron différent à chaque fois. Moi, j'aime beaucoup leur ligne éditoriale, je le dis à chaque fois, mais j'aime vraiment beaucoup. Donc, dans cette histoire, on va continuer à suivre le destin de ces 3 sœurs qui sont Arsinoé, Katharine et... Je vais pas avoir la dernière, et vu que je me suis plantée dans un prénom, j'ai pas envie de me retromper dans un prénom. Mirabella. J'y arrive. Excusez-moi, c'est nerveux. Donc, on va suivre le destin de ces 3 sœurs dans le 1er tome. Donc, l'histoire, c'est qu'on est sur une île. Chacune, ce sont des triplés. Chacune a été élevée par des clans différents. J'allais dire des peuples, mais c'est plutôt des clans. Des clans différents. Katharine a été élevée par les empoisonneurs. Mirabella a été élevée par alors je ne sais plus leur nom, mais tous ceux qui ont attrait aux éléments, les élémentaires, je crois. Et Arsinoé a été élevé par les naturalistes, donc tous ceux qui sont liés de près ou de loin avec la nature. Ils ont souvent un familier et tout ça. Et dans le 1er tome, on suit vraiment comment ça va se passer pour elles dans ces 3 clans. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le jour de leur 16e ou 18e anniversaire, j'ai toujours un doute, bref, le jour d'un de leur anniversaire, elles doivent s'entretuer pour qu'il n'en reste qu'une. Et c'est le clan, en fait, qui a élevé la jumelle, enfin, la triplette, qui va vaincre les autres, qui va gouverner, en fait. Donc, c'est hyper important. Par exemple, mettons, si Katharine tue tout le monde, eh bien, c'est le clan des empoisonneurs qui va faire la loi sur cette île. Et c'est hyper important. Très souvent, moi, je sais que dans cette saga, je me mélange parce que le lien que les filles ont avec les matriarches de leur clan est un lien très maternel. Alors maternel, pas toujours maternellement, hein, mais maternel. Et donc, des fois, j'oublie en fait qu'elles sont sœurs et que ce sont juste des clans et que c'est toute une histoire de pouvoir. Il y a beaucoup de personnages dans cette saga et heureusement, l'autrice nous met un petit laïus au début avec les personnages et les lieux. Et heureusement, parce que je mélangeais un peu les pinceaux sinon. Dans ce 2e tome, on est un peu plus vraiment dans la lutte pour le pouvoir des 3 sœurs.
J'ai eu du mal au début, alors je l'ai lu en lecture commune avec Claire et on a ressenti un petit peu la même chose. J'ai eu du mal au début parce que j'avais l'impression, je sais pas, de ne pas m'attacher. Il y avait un truc, je savais plus qui était qui, comment, quoi. J'étais un peu perdue. Et puis il y a eu un moment où il y a eu un espèce de déclencheur et ça a été pareil pour Claire, c'est marrant, où ça m'a beaucoup plus plu. Et ça fonctionnait beaucoup plus et c'est devenu addictif. Vraiment sur la fin. Ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est qu'on parle, je trouve pas assez des sœurs en elles-mêmes. On parle beaucoup de tous les peuples, enfin, de tous les clans et de tous les personnages, notamment d'un personnage qui est très proche d'Arsinoé, mais un petit peu moins des sœurs. Et peut-être que ce qui m'a le plus plu, c'est que justement quand ça arrive sur la fin, ça se resserre. Il y a une grosse ouverture qui est faite à la fin du tome 2, donc je me demande vraiment où va aller le tome 3. Il me semble qu'il y a au moins 4 tomes. Je suis pas sûre qu'il y en ait plus, mais je sais qu'il y en a 4. Donc j'ai hâte de découvrir évidemment la suite de cette saga. Un livre qui m'a énormément surprise ensuite, même si je l'ai lu avant, je crois, j'ai lu Désenchantée de Marie Vareille. Alors j'ai été hyper surprise. Pour moi, Marie Vareille, j'étais partie sur une autrice plutôt avec voilà un roman tranche de vie, un peu feel good. Et ben c'est pas du tout ça. Mais alors pas du tout. Et en plus le truc c'est que depuis que je sais qu'elle n'écrit pas comme ça, je me rends compte que les pitchs de ces livres, en fait, c'est, je pense que ce sont pas des feel good quoi. C'est vraiment du roman. Donc j'ai été victime d'un préjugé, d'avoir un préjugé tout pourri. Comme quoi, il faut mieux se renseigner avant de tirer des conclusions ultra hâtives. Merci Charlotte. Et donc ici, on va suivre l'histoire de... je reprends juste un peu les prénoms de Fanny, qui travaille pour un journal. Et Fanny, elle a une vie un peu assez réglée avec son fils, son mari et la fille de son mari. Et en fait, bon, bah, elle a l'air d'avoir des rapports assez chaotiques avec cette jeune ado. Et sa patronne a l'air quand même un petit peu abusive et un petit peu directive. Et à un moment, elle va un peu lui imposer d'aller faire un sujet sur la disparition d'une jeune fille qui a eu lieu 20 ans plus tôt, Sarah Leroy. Et donc, Fanny va y aller elle va venir. On va se rendre compte très rapidement que Fanny connaît le village, connaissait cette ado. Et on va venir un petit peu tirer les fils de qu'est-ce qui s'est passé, comment elle connaissait Sarah, comment elles sont liées et tout ça. Je pensais que ça allait être une histoire qui était jolie. Ça n'est pas du tout le cas. C'est pas du tout joli. Par contre, ça parle, c'est très émouvant. Il m'avait été offert par mon amie Camille et je comprends pourquoi. Il y a quelque chose, enfin, je peux pas vous dire pourquoi parce que je pense que je pourrais vous spoiler, mais il y a quelque chose de très fort et de très juste dans cette histoire de ce... Marie Varey, elle va nous décrire les rapports adolescents, les rapports entre les filles et les garçons, les rapports entre les filles et les filles, les garçons et les garçons. Et c'est hyper intéressant parce que c'est très juste. Et c'est terrible. C'est terrible de voir à quel point l'adolescence peut être difficile. Et moi, je me rappelle, même si c'était pas hier, c'était il y a même un petit peu plus qu'hier, mais c'est marrant, c'est une période qui m'a beaucoup marquée parce que je la trouve extrêmement dure. Et je trouve que Marie Varey en parle avec justesse. Et voilà, c'était vraiment un roman qui m'a beaucoup touchée et qui m'a fait me dire, mais comment j'ai pu penser que c'était du feel good. Il faut être quand même dans un mood un petit peu positif parce qu'on va quand même gratter sur des trucs qui sont assez sensibles, hein. C'est quand même des sujets qui sont... elle y va pas avec le dos de la cuillère. Alors après, Marie Varey ne tombe pas dans un voyeurisme en nous faisant des descriptions de trucs pas cool ou quoi, c'est pas la question. Mais elle en parle quand même. Et c'est hyper important parce qu'elle dit les mots qu'il faut au moment où il faut. Et c'est très très important, surtout à cet âge-là. Je trouve que si vous... Enfin, je trouve que si vous... Ça veut rien dire. Si vous ne connaissez pas l'autrice, je vous encourage à la découvrir parce que c'est vraiment beaucoup plus profond que ce que je pensais. C'est horrible de dire ça. J'ai l'impression d'être hyper, d'avoir plein de préjugés tout pourris, mais c'est pas ça. C'est pas que je pensais pas que c'était profond, c'est que je pensais pas que ça allait être aussi dur. Mais c'est un livre vraiment qui est extrêmement bouleversant. J'ai lu ensuite, parce que je pense qu'effectivement là c'était dans l'ordre, un livre qui me tentait depuis hyper longtemps. On l'a lu en lecture commune avec Étienne, Marie et Barbara. Bon alors et Fanny. Je crois qu'il n'y avait pas Marie. Je ne sais plus. Bref, on était nombreux, mais en fait, comme c'est un énorme pavé, on n'a pas trop échangé sur la lecture commune. C'est un livre qui me hypait depuis hyper longtemps, donc il fallait que j'ai vraiment l'espace mental pour pouvoir le lire, le commencer et vraiment aller d'un bout à l'autre du livre. Il s'agit du maître des illusions de Donatarte. Excusez-moi, c'est parce que j'ai parlé bizarrement, donc j'ai été jusqu'au bout. Le maître des illusions de Donatarte chez Pocket.
Dans ce livre, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Richard, qui vient de Californie et qui va aller dans une université qui est l'université de Hampton, dans le Vermont. Voilà. Et en fait, très vite, il va intégrer. Alors au début, il suit. On sent qu'il a un décalage avec ses parents. Lui, il a vraiment ce côté. Il a envie d'être un érudit. Il a envie de savoir, de connaître. Et ses parents, bah, ils ont une vie un petit peu plus plan-plan, un petit peu plus. Et en fait, pour lui, c'est assez insoutenable, assez insupportable. Et donc on va le suivre, aller dans cette université avec voilà toutes ces couleurs très automnales, ce côté très nostalgique, ça sent le feu de bois, il y a des couleurs, voilà, c'est tout ce qui correspond à l'esprit universitaire qu'il se fait et qu'il a très envie de vivre et qu'il n'y a pas du tout en Californie parce que globalement il y a du soleil en Californie, on n'est pas sur un temps automnal et donc il va partir là-bas et très vite il va voir qu'il y a un groupe de jeunes étudiants qui sont affiliés à un prof qui s'appelle Julian. Et en fait, ceux qui sont avec ce prof sont en exclusivité en cours exclusivement avec ce prof, donc sont quasiment hors cursus. Et lui, il va vouloir intégrer ce groupe, qui est un tout petit groupe, ils sont 5, oui, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5. Et la classe se limite à 5, mais Richard arrive à avoir une sorte de laissez-passer pour être le 6e élève. Et donc, on va suivre ce petit groupe et il va se passer quelque chose, c'est pas marqué, donc je vais pas vous le dire. Il va se passer un drame qu'on va savoir très très vite et on va tirer les ficelles de comment on en est arrivé à ce drame. Alors, ce livre, je voulais beaucoup le lire parce que déjà, je voulais découvrir l'autrice Donna Tartt depuis un moment et puis il y avait vraiment ce côté très roman ambiance et puis Dark Academia que je voulais absolument découvrir avec, voilà, je voulais moi aussi sentir le feu de bois et le vieux thé et voir les plaids en tweed, enfin en vieux. Enfin, bref, je sais plus quelle matière c'est, mais vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Le côté vieille Angleterre qui me plaisait vachement alors qu'on est aux États-Unis, mais bon, bref. Et en fait, c'est ce qui s'est passé au début. Sauf que très très vite, en fait, j'ai compris qu'on allait être en exclusivité avec le groupe de jeunes, que finalement le prof n'est pas présent. Et ça, c'est quelque chose qui m'a un peu déçue, parce que j'aurais aimé qu'on découvre un peu plus ce personnage qui est complètement sous-exploité, mais complètement. C'est-à-dire que si vous voulez lire ce livre pour essayer de comprendre, enfin voilà, pour voir une espèce d'ambiance avec ce maître unique qui a une emprise sur ces jeunes, laissez tomber, c'est pas possible, ça marchera pas, parce qu'on n'en parle quasiment pas. Et la première partie du roman, je l'ai absorbée, j'ai adoré la première, et la deuxième, j'ai un peu moins aimé. Après le drame, ça part dans des trucs, il y a une espèce de côté un peu jeunesse dorée, un peu au-dessus des lois de ce groupe qui m'a un peu saoulée. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus juste, quoi. Juste dans le sens justice, pas dans le sens ce qui est juste, ou oui, bah, c'est pareil, quoi. Là, dans quelque chose d'un peu plus droit. Non pas que ça me plaît pas qu'on parte sur quelque chose de border, mais c'est juste que là, ça c'est quand même, on s'est farci 800 pages, presque 900, je crois, ouais, 800 pages, non, pas 900, 800 pages d'une jeunesse dorée, et par moments, ça m'a un peu saoulée. Ça reste une très bonne lecture que j'ai trouvée extrêmement addictive. C'est juste que j'aurais aimé qu'on parte sur quelque chose d'un peu plus sombre, mais sombre, pas là où c'est parti. Oui, je sais, c'est un peu bizarre. Je peux pas trop vous en parler parce que sinon je vous spoilerai, mais bon. Après, ça reste néanmoins une très très bonne lecture. L'écriture de Donna Tartt est absolument incroyable parce qu'elle est extrêmement addictive. Moi, j'ai été absolument absorbée par l'écriture de Donna Tartt. C'était vraiment, je me mettais dedans et je me laissais porter, quoi. Par contre, c'est un roman d'ambiance, donc ça prend son temps, hein. Ça met 800 pages, il se passe pas grand-chose, donc ne vous attendez pas à des rebondissements de fifou dingo. Mais voilà, si vous avez envie de découvrir ce classique, je peux que vous encourager à le faire parce que ça reste quand même un classique intéressant. C'est juste que j'aurais aimé qu'il y ait des choses un petit peu différentes. Voilà. Le dernier livre que je vais vous présenter, ça faisait un moment que je l'avais dans ma pile à lire. Je me dis, bon, bref, c'est pas grave, ça fait un moment que je l'ai dans ma pile à lire. Il m'a été offert par l'une d'entre vous, puisqu'il s'agit d'Hélène, qui voulait absolument me faire découvrir ce livre.
et qui était passé par ma libraire pour pouvoir absolument que je le découvre. Il faut que j'aille ouvrir Spooky, je reviens. Et donc, je reviens. Hélène m'avait dit qu'elle voulait absolument me faire découvrir ce livre, donc je l'avais proposé de passer par ma libraire directement plutôt que de passer par Amazon. Et elle me l'avait envoyé, et ça faisait un moment qui me trottait. À chaque fois, je me disais, ah, j'ai envie de le lire, j'ai envie de le lire. Je sais pas pourquoi je voulais le lire à la période automnale. Et puis, j'ai découvert la chaîne de Grâce à l'une d'entre vous de Lucie Alu, et qui en a parlé plusieurs fois. Et je me suis dit, bon, là, c'est le moment. C'était dimanche soir, je me suis dit, go, c'est parti, j'ai envie de le lire, quoi. Enfin, j'ai proposé différentes lectures à mon conjoint qui a choisi celle-ci. Et mais je m'attendais tellement pas à ce que j'ai vécu. J'ai découvert Millepertuis de Julia Thévenot chez Gallimard, je crois que c'est Gallimard Jeunesse. Gallimard Jeunesse. Alors, on est sur un roman young adulte. Ce livre, mon Dieu, mais ce livre, c'est une énorme claque. C'est absolument incroyable. Alors, j'avais déjà découvert l'écriture de Julia Thévenot avec Bord de terre, qui est un coup de cœur, qui est une erreur que je n'ai pas placée dans mes coups de cœur de l'année dernière, mais qui était clairement un coup de cœur. Ce livre, c'est tout ce qu'il y a sur cette couverture qui est un peu particulière et avec, qui est très surprenante, avec ces espèces de boules comme ça, là, un peu partout. Là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Avec, ici, il y a une cup, voilà, c'est très particulier et c'est exactement ça, cette histoire. On va suivre l'histoire de 3 jeunes filles qui sont des sorcières. Ronce, la plus jeune, qui globalement, Ronce, elle peut manger de tout. C'est une espèce de trublion qui est un peu casse-cou comme Papos. Elle est assez drôle comme personnage. Épine, l'aînée, qui est une jeune adolescente qui fait beaucoup de bruit, qui prend beaucoup de place. D'ailleurs, elle s'est dit, dans le pitch, il y a Épine qui prend 90% de l'attention de leur mère, Ronce qui en prend 10%, et enfin la dernière, qui s'appelle Horty, qui est celle du milieu, qui prend un petit peu moins de place. Et Horty, en fait, Horty, on va la suivre dès le démarrage. On sait que ça va être son histoire, on sait qu'il va se passer quelque chose, puisque en fait, il y a un personnage, elle se parle à elle-même plus petite. Et donc, on a un retour sur le passé d'Horty. Alors, on la suit au début quand elle était petite. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un élément fort qui va faire que tout va un petit peu se déglinguer dans la vie d'Horty par la suite. Mais elle en prend conscience plus grande en faisant des retours en arrière très précis sur certains points. Elles vivent toutes les 3 avec leur maman, qui est une sorcière qui est extrêmement puissante. C'est une magie qui est très, très particulière. C'est une magie qui est organique. C'est une magie qui parle de sang, de tout type de sang, du sang dans les veines, du sang qui coule du nez, du sang qui coule des règles, du sang qui existe dans nos corps. Elle parle de salive, elle parle de cheveux, elle parle de muqueuse, elle parle de... Vraiment, on est sur quelque chose c'est naturel et en même temps c'est organique et en même temps il y a quelque chose de j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. On ne parle pas de ce genre de sujet. Alors déjà dans les livres de base on n'en parle pas, mais quand on parle de magie, mais jamais, au grand jamais, on en parle. On parle de magie avec des petites fioles, à la rigueur un cheveu, un poil, mais on parle pas d'un vieux poil mal placé, ou on parle pas de sang de règles. C'est des choses on n'en parle pas. Et Julia Thévenot, elle y va, mais elle fait pas semblant quand elle y va. Et c'est hyper bien parce que justement, elle remet tous ces éléments à leur place qui est naturelle et qui n'a absolument rien de sale ou de dégoûtant. En fait, c'est organique. Ça n'est pas quelque chose de mauvais. Elles ont un rapport à la terre, à quelque chose de très naturel, ces sorcières. Et c'était absolument incroyable. Ce livre, ça faisait hyper longtemps que c'était pas arrivé. Ce livre m'a empêché de dormir, c'est-à-dire je l'ai terminé hier soir, et tant que je ne l'avais pas terminé, je ne voulais pas dormir, j'étais au bout de ma vie. Après un mercredi, le mercredi est une journée extrêmement dense pour moi, et j'étais comme ça, je pliais, j'essayais de garder les yeux ouverts, et limite si je ne buvais pas du café en me donnant des petites claques pour arriver à rester éveillée, pour lire les dernières pages. C'était tellement bien, c'est tellement incroyable. Julia Thévenot, elle a une écriture qui est dingue. Elle parle tellement avec justesse de l'adolescence et de tout ce par quoi on peut passer. Elle parle d'éléments qui sont durs. Il y a des moments, il y a des éléments qui sont durs. Et elle y va, quoi. Elle fait pas semblant. Il y a une grosse part de magie. Alors après, j'ai envie de vous en dire plein, mais je peux pas parce que sinon je vous spoilerai. Et moi, il y a des trucs, je les ai découverts après. Donc je me dis, il faut que vous les découvriez vous aussi.
Et je sais qu'à un moment, je sais pas pourquoi, il y a un moment où dans la lecture, avant d'arriver à la deuxième partie, il y a une deuxième partie dans le livre, hein, je me suis dit, j'ai envie d'écouter la BO d'Harry Potter. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ce livre m'a fait le même type d'addiction que quand j'ai lu Harry Potter quand j'étais beaucoup plus jeune, ou quand j'ai lu La Passe Miroir. Ce sont des livres qui m'ont absorbé, quoi. Vraiment, il y a eu un truc genre, viens là, et puis vas-y, décroche pas, quoi. Je sais pas comment vous en parler mieux qu'en vous disant que bah, il faut le lire, en fait. Et il faut le lire. Alors, il faut pas le lire trop jeune. C'est Gallimard Jeunesse, mais je pense qu'il faut le lire. Je pense que c'est bien ado, vers 15 ans. Avant, ça dépend de la maturité des ados, mais pas avant. Je dirais pas avant 14 ans, parce que c'est quand même très particulier. Alors, il y a rien du tout de mauvais ou quoi, c'est pas ça. C'est qu'elle aborde quand même des sujets du corps qui sont. Elle m'a fait penser d'ailleurs à. C'est Flore Vesco qui parle comme ça du corps féminin, du corps masculin et qui parle. Et c'est hyper important d'en parler, surtout aux ados, parce que bah, il vaut mieux qu'ils le découvrent avec Julia Thévenot et avec Flore Vesco qu'à travers des contenus qui ne sont absolument pas appropriés. Et justement, il y a ce côté de la beauté du corps et la beauté simplement, c'est-à-dire sans le sexualiser et juste en parlant en fait, qui est hyper agréable. Si vous êtes adulte, bah, vous pouvez le lire, hein, clairement. Enfin, c'est tellement bon qu'il faut le lire en fait. Voilà, il faut y aller, hein, faut lire. Alors c'est un premier tome. Il y a un deuxième tome qui va sortir quand? Je ne sais pas, mais je le veux. Ça fait partie des livres où je me dis quand il va sortir, je vais me ruer dessus. Voilà, c'est clair et net. Je vais me ruer dessus parce que c'est tellement bien. Si vous ne connaissez pas cette autrice, alors moi j'ai lu que Bord de terre et Millepertuis de cette autrice. Je ne sais pas si elle en a écrit d'autres, mais je ne sais pas si elle en a écrit d'autres, mais si elle en a écrit d'autres, j'en lirai d'autres. Ah oui, elle a lu Lettre à toi qui m'aime et Le Trésor. Bon, bah voilà, je sais ce qu'il me reste à faire. Il faut que je lise ces deux livres de l'autrice, clairement. Donc merci encore une fois Hélène, parce que je sais que tu passes par là, on échange quand même suffisamment souvent, pour cette découverte et cette merveille, cette tuerie, ce bijou, cet incroyable récit que je vais garder en moi, mais tellement longtemps. Merci, merci, merci. Voilà, c'en est tout pour cette update lecture. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre en commentaire l'emoji correspondant à ce que vous avez envie de lire. Donc, vous avez Le Maître des Illusions, Désenchanté, One Dark Throne, ça c'est le deuxième tome, Millepertuis, et il y avait également la petite Céleste. Je vais essayer de vous le montrer. Céleste Harmonie, les deux tomes du manga qui parlent de la mathématicienne. Voilà, je vais vous laisser sur ce parce que il faut que j'aille faire le montage. J'espère que vous allez bien. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!